Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 27e semaine de 2026, dans la vie de l'Union, le parquet européen a mené des perquisitions chez des proches du RN. L'UE pourrait s'en sortir mieux que prévu dans les guerres commerciales. Les canicules montrent l'impréparation des systèmes de santé des États membres et la Commission rappelle les vertus des dépenses collectives. Dans le club des 27, la procédure de régularisation des sans-papiers prend fin en Espagne. Le Parlement hongrois supprime un des instruments du harcèlement de la société civile d'Orban. Plusieurs attentats terroristes ont eu lieu contre le parti au pouvoir en Grèce. Et la coalition gouvernementale allemande parvient à un accord sur les réformes fiscales et sociales. Et chez nos chers voisins, le président serbe prévoit de démissionner. La Russie tente de montrer qu'elle contrôle les complications de la guerre en Ukraine et Andy Burnham esquisse les contours de son programme gouvernemental. Passons sans plus attendre à la vie de l'Union. Parlement européen, enquête autour du RN et possible enquête sur ENS. Je vous en parlais l'an dernier, en juillet 2025, une enquête a été ouverte sur la base d'un audit de la Direction des affaires financières du Parlement européen. Cet audit estimait à 4,33 millions d'euros le préjudice que le groupe Identité et Démocratie, groupe d'extrême droite auquel appartenait le RN, la Lega ou encore le Vlaams-Belang entre 2019 et 2024. Un préjudice causé par des dons faits à des associations qui ne correspondaient pas du tout aux objectifs politiques du groupe à hauteur de 700 000 euros ou des contrats avec des prestataires sans appel d'offres à hauteur de 3,6 millions d'euros. C'est notamment ces prestataires qui ont fait l'objet de perquisitions menées par le parquet européen, notamment en France, mais aussi en Espagne, en Italie et en Belgique. Les locaux de e-Politik ont été perquisitionnés, société de Paul-Alexandre Martin, qui est le principal prestataire du Rassemblement national, puisqu'il a participé à la campagne présidentielle de Marine Le Pen en 2022, mais a aussi produit la vidéo d'hommage aux obsèques de Jean-Marie Le Pen, ou encore a mené la campagne de communication du RN pour les législatives de 2022 et 2024. Paul-Alexandre Martin fait partie de la GUD Connexion, dont le personnage le plus connu est Frédéric Chatillon, déjà épinglé dans l'affaire des kits de campagne du FN en 2012, qui faisait aussi partie des prestataires d'Identité et Démocratie avec sa société Unanime jusqu'en 2023. Il est le mentor de Paul-Alexandre Martin et en a fait le PDG de Groupement des imprimeurs français, société dont Chatillon était actionnaire avec sa femme et Axel Lousteau. Rotopresse du Centre succède au Groupement des imprimeurs français comme prestataire principal du RN pour l'impression des communications papier. Le lien est fait par Chatillon lui-même. Rotopresse du Centre est elle aussi soupçonnée de surfacturation. Le RN a fait semblant de mettre à l'écart Chatillon et Lousteau pour tenter de matérialiser la dédiabolisation, mais avec Paul-Alexandre Martin, ancien cadre du Front National de la Jeunesse au début des années 2010, le RN montre ses liens soutenus avec le vieux FN et les milieux identitaires. Paul-Alexandre Martin est proche de Jean-Eudes Gana et de Logan Djan, deux figures identitaires. Autre prestataire, la société Reckless, fondée par l'identitaire Mathieu Balavoine, qui produit des films institutionnels et publicitaires. Il s'occupe des photographies du RN et tout comme Paul-Alexandre Martin, il était de tous les grands événements du RN entre 2022 et 2024. Mathieu Balavoine gravite aussi dans la galaxie Chatillon. La plupart des prestataires de communication du RN sont des anciens cadres du FN, RN ou des identitaires proches de Chatillon. Ce sont des soupçons de surfacturation qui ont déclenché l'enquête, une pratique pour laquelle le FN avait déjà été condamné, notamment pour les kits de campagne de 2012. D'ailleurs, le groupe Patriots for Europe n'aurait toujours pas rompu avec la pratique puisque e-Politik aurait touché 300 000 euros du groupe politique entre juillet 2024 et décembre 2025. Le Parlement européen réclame le remboursement par
Patriots for Europe de 276 967 € de dépenses pour le second semestre de 2024, car Patriots for Europe n'a encore une fois pas passé d'appel d'offres et a fait des donations irrégulières qui ressemblent à du clientélisme. Jean-Paul Garot, le chef de la délégation RN au Parlement européen, a déclaré que le RN coopérera de bonne foi avec les autorités. De son côté, le président du RN et président du groupe Patriots for Europe au Parlement européen, Jordan Bardella, a fait une sortie tout en ironie, indiquant qu'une telle procédure s'active alors que la campagne de la présidentielle française commence doucement. L'autre affaire concerne le parti Europe des Nations Souveraines, auquel appartiennent Reconquête, le parti polonais Konfederacja, l'AfD ou encore le parti bulgare Vazrajdane. L'autorité chargée des partis politiques européens et Fondation européenne, organisme de surveillance européen chargé de contrôler les partis politiques, a envoyé une lettre de 300 pages au Parlement européen pour lui notifier des éléments remettant en cause la conformité du groupe politique avec les valeurs de l'UE et lui demande d'activer une procédure de vérification formelle. L'organisme relève toute une série d'incidents, notamment des discours hostiles ou haineux envers les minorités, une coopération assumée de Vazrajdane avec le parti Russie Unie, mais aussi d'autres comportements susceptibles de porter atteinte aux principes d'état de droit et de démocratie. Le Parlement européen a 2 mois pour décider si l'enquête se justifie. Selon les tendances actuelles, l'enquête devrait pouvoir s'ouvrir puisqu'une majorité d'eurodéputés du PPE y sont favorables, alors que la gauche et le centre soutiennent quasi unanimement une telle procédure. Cela n'interdirait pas l'existence du parti, mais son statut de parti européen pourrait être remis en cause, ainsi que l'accès au financement européen. Diplomatie. Et si l'UE ne s'en sortait pas si mal? Alors que depuis 2 ans, l'Union européenne est en guerre commerciale avec la Chine et depuis 1 an avec les États-Unis, l'Union européenne, sans faire de vagues, pourrait bien ne pas perdre tant de plumes que cela. Avec la Chine, l'Union européenne va entamer un dialogue structuré qui doit donner des résultats d'ici octobre. Ce dialogue structuré aura pour but de mettre en place des consultations bilatérales sur le commerce et l'investissement, les contrôles à l'exportation et les droits de propriété et sur la réforme de l'Organisation mondiale du commerce. L'annonce a été faite lundi par le commissaire au commerce international Maroš Šefčovič en conférence de presse avec le ministre chinois du commerce Wang Wentao après une journée de réunion. Maroš Šefčovič se rendra à Pékin à l'issue du dialogue structuré. L'objectif est de retrouver des relations équilibrées. Depuis 2024, la Chine a multiplié les mesures de rétorsion sur les spiritueux, les produits laitiers et les produits issus du port européen en réponse à la surtaxe sur les voitures électriques subventionnées produites en Chine. Les 27 sont divisés sur la marche à suivre sur les relations avec la Chine, mais les 2 plus grandes économies de l'UE, l'Allemagne et la France, militent pour une politique commerciale plus stricte avec la Chine, après qu'elle ait imposé des contrôles plus stricts sur les exportations de terres rares, mettant en difficulté les industries mondiales. Maroš Šefčovič a tenu à rassurer sur le fait que les contrôles à l'export des terres rares ne rompraient pas la chaîne d'approvisionnement de l'UE. La Chine réitère ses demandes envers l'UE de s'abstenir d'instaurer des mesures protectionnistes. Sur les relations avec les États-Unis, Donald Trump s'est dit, lui, satisfait de la lutte européenne contre les surcapacités mondiales concernant l'acier. La législation plus restrictive concernant l'acier importé dans l'UE aurait été perçue comme un signe positif par le président américain. Les restrictions sur l'acier européen pourraient être allégées. Après l'adoption de l'accord de Turnberry, l'UE se bat pour que les États-Unis réduisent les droits de douane de l'acier européen aux 15% convenus dans l'accord et a même prévu une clause de suspension de l'accord en cas de non-respect de la clause côté américain. Santé. Une Europe insuffisamment préparée aux canicules.
Devenus de plus en plus fréquents, les phénomènes climatiques extrêmes comme le dôme de chaleur vécu par l'Europe il y a une dizaine de jours montrent l'impréparation des gouvernements européens face à des phénomènes qui vont devenir la norme à l'avenir. L'Europe est le continent qui se réchauffe le plus vite d'après l'Institut européen de suivi du climat Copernicus. Des responsables de la Commission européenne alertent sur le risque de développement de maladies tropicales. Le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies a déjà averti de la présence du virus du Nil occidental et du chikungunya sur le continent européen. La Commission a annoncé sa volonté d'investir dans de nouveaux traitements et des tests de diagnostic rapides accessibles à tous. Le dôme de chaleur a fait au moins 1000 victimes en France et en Espagne. À l'été 2025, les chaleurs extrêmes ont causé 24 000 décès. Le dernier été le plus meurtrier était en 2022 avec 66 000 décès. L'hiver est devenu moins mortel que l'été en Europe, ce qui démontre une tendance nette sur le continent. L'adaptation au changement climatique est très inégale. La Commission européenne envisage de présenter d'ici la fin de l'année un nouveau cadre européen pour la résilience climatique pour accélérer l'adaptation au changement climatique dans tous les secteurs et la santé ne fait pas exception. Ce cadre servira aux professionnels du secteur pour s'approprier les risques et planifier leurs actions en fonction des différents scénarios climatiques. La problématique reste que la santé reste un domaine réservé aux 27 et le Covid avait déjà démontré les énormes difficultés à faire fonctionner ensemble les 27 systèmes de santé. Budget. Le commissaire au budget Piotr Serafin rappelle aux États membres les bénéfices des dépenses communes. Dépenser ensemble n'est pas seulement plus efficace, c'est moins coûteux. Voilà comment résume le commissaire au budget Piotr Serafin la philosophie du budget présentée par la Commission européenne. Avec cette déclaration, il vise implicitement les pays frugaux qui ont refusé le projet de feuille de route de négociation présenté par la présidence tournante chypriote et réclament des coupes budgétaires européennes plus importantes, notamment dans l'agriculture et le développement régional. Piotr Serafin a souligné le fait que des coupes budgétaires seront directement payées par les contribuables européens, car ces dépenses devraient alors être compensées par des mesures nationales beaucoup plus coûteuses car à l'échelle d'un seul pays. Autre dégât collatéral, cela obligerait les 27 à emprunter sur les marchés financiers à des taux plus élevés. La nouvelle proposition au Conseil reviendra à la présidence irlandaise qui a pris ses fonctions cette semaine et qui aura la lourde tâche de finaliser le budget 2028-2034 avant la fin de l'année. Passons désormais au Club des 27. Espagne. Le gouvernement annonce 1,2 million de demandes de régularisation de sans-papiers. Mi-avril, le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, avait annoncé un plan de régularisation massif des sans-papiers et la procédure de demande prenait fin mardi 30 juin. Mardi 30 juin au matin, le Premier ministre annonçait qu'il y avait eu plus d'1 million de demandes. Une procédure de régularisation qui, selon lui, correspondait aux besoins du pays qui a besoin de main-d'œuvre, surtout dans les secteurs des services comme la restauration et les aides à la personne et qui devrait compenser le vieillissement de la population espagnole. Avec cette procédure, le Premier ministre entend défendre une immigration légale, sûre, ordonnée et nécessaire pour l'économie. L'objectif du gouvernement était aussi de rétablir un état de fait. Beaucoup de travailleurs en Espagne le font de manière irrégulière et à leur précarité s'ajoute un manque d'accès à des droits réels alors qu'ils aident l'Espagne dans sa croissance spectaculaire de ces dernières années. La prévision de croissance pour 2026 est de 2,2% pour l'Espagne, soit le triple du reste de l'Europe. Pour pouvoir être régularisé, il fallait justifier d'au moins 5 mois de résidence en Espagne avant janvier 2026 et ne pas avoir eu de démêlés avec la justice. Alors que Pedro Sánchez estimait que le nombre de demandeurs serait de 600 000, les chiffres annoncés sont entre
1,2 et 1,3 millions de demandeurs qui devraient concerner en grande majorité des latino-américains avec 67% et des africains avec 23%. Plus de 600 000 demandeurs ont déjà été déclarés recevables. Désormais, les autorités disposent de 3 mois pour traiter les demandes et délivrer ou non les titres de séjour et permis de travail qui seront uniquement valables en Espagne. C'est la 7e procédure de régularisation en Espagne depuis son entrée dans l'UE. Pour accompagner le plan de régularisation, Pedro Sánchez a annoncé un plan d'intégration et de citoyenneté budgété à 500 millions d'euros pour assurer l'inclusion des nouveaux arrivants avec des formations, l'apprentissage des langues officielles des régions et le renforcement des services publics. Il entend inculquer l'appartenance à la communauté espagnole par le respect des valeurs démocratiques, l'égalité entre les femmes et les hommes, les droits des personnes LGBT, la liberté d'expression, la laïcité de l'État et le respect de la loi. Le Partido Popular et Vox ont maintes fois exprimé leur désaccord sur cette régularisation. À moins d'1 an des législatives, le sujet sera sans doute au centre de la campagne. Hongrie, l'Office de la souveraineté nationale supprimé. Encore un énième épisode du démantèlement du système Orban a été acté. Mardi 30 juin, les députés ont voté la suppression de l'Office de la protection de la souveraineté nationale, un organisme destiné à la surveillance des journalistes indépendants et de la société civile créé en 2024. C'était le bras armé du gouvernement Orban pour appliquer sa politique visant les soi-disant agents de l'étranger, une appellation destinée à jeter l'opprobre sur les voix critiques du pouvoir en les affublant d'un qualificatif humiliant. En les qualifiant d'agents de l'étranger, l'objectif était d'en faire des ennemis de la Hongrie dirigés par des régimes étrangers. Cet office était une des raisons des poursuites de la Commission européenne à l'égard de la Hongrie. Doté d'un budget de 17 millions d'euros par an, l'office s'attaquait principalement aux journalistes indépendants et aux ONG comme Amnesty ou Transparency International. L'Office avait pour but de les harceler en leur demandant de justifier qu'ils ne travaillaient pas pour des gouvernements étrangers pour affaiblir les autorités hongroises. Un harcèlement administratif qui consiste à faire perdre beaucoup de temps, d'argent et d'énergie qui ne sont plus disponibles pour leurs activités. Un moyen simple et efficace aussi de les couper de donateurs, puisque l'Office demandait régulièrement une liste des contributeurs financiers aux médias indépendants et aux ONG. Un moyen de collecter des données et de lister des citoyens qui sont trop critiques du pouvoir. Le Parlement a acté le transfert des dossiers à la justice pour enquête avant la fermeture définitive de l'Office. Grèce, attaque terroriste contre des cadres du parti Nouvelle Démocratie. Mercredi 1er juillet, plusieurs explosions ont eu lieu à Thessalonique en l'espace de 15 minutes. Des bombes artisanales ont été lancées à l'aube et visé le domicile de 3 responsables du parti conservateur Nouvelle Démocratie, actuellement au pouvoir. Une personne est morte et 4 ont été blessés. Au moment des faits, aucune revendication ni de suspect n'ont été identifiés. Thessalonique est connue pour être une ville où l'ultra-droite et les anarchistes s'affrontent régulièrement. La police antiterroriste a fait des groupes d'ultra-gauche une piste prioritaire. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis promet une réponse ferme et déclare que la violence n'a pas sa place en politique. Il a subtilement pointé du doigt la gauche en disant que cet acte était déguisé en lutte sociale. L'ensemble des partis politiques ont condamné les attaques. La seule personne décédée est la mère d'une ancienne candidate du parti. Allemagne. La coalition gouvernementale trouve enfin un accord sur la politique sociale en s'inspirant de la flexisécurité scandinave. Jeudi matin, c'était le soulagement qui prédominait au sein du gouvernement allemand. Après de longs mois à afficher leurs divergences, la CDU et le SPD ont finalement trouvé un accord. Même si la réforme fiscale est moins ambitieuse que prévu, elle permettra la réduction des impôts de 10 milliards d'euros pour les familles de classe populaire et de classe moyenne grâce aux mesures fiscales et aux aides pour les enfants plus avantageuses.
Les familles gagnant plus de 250 000 euros par an paieront plus d'impôts, ceux en dessous bénéficieront d'aides plus généreuses. C'est une concession faite au SPD par la CDU. Les CDD pour les travailleurs pourront être renouvelés jusqu'à 6 fois et les licenciements seront plus faciles pour les travailleurs les plus aisés, une mesure qui doit faciliter le licenciement autant que le recrutement au sein des entreprises. Les conditions d'arrêt de travail se durcissent puisqu'il faudra un arrêt de travail dès le premier jour et il ne pourra plus être délivré après un simple appel téléphonique. La journée de travail de 8 heures est préservée. Les indemnités de départ pourront être défiscalisées si le travailleur retrouve un travail rapidement. Une mesure va dans le sens de l'omnibus européen avec la réduction des obligations de documentation des employeurs. Comme évoqué plusieurs fois ces dernières semaines, l'âge légal de départ à la retraite sera repoussé au-delà de 67 ans. Il n'y aura plus de retraite anticipée à taux plein et le gouvernement y injecte une dose de capitalisation pour rééquilibrer le système. La sécurité sociale devrait aussi réduire les prestations remboursées aux bénéficiaires. Les salariés devront plus cotiser. D'après les experts, le paquet de réformes n'aura pas l'impact espéré sur la croissance. Le patronat aurait voulu plus, même s'il se félicite déjà de la simplification administrative et des assouplissements du droit du travail. Désormais, le paquet doit être adopté au Bundestag pour entrer pleinement en vigueur, ce qui risque d'être tout de même compliqué puisque la coalition gouvernementale dispose d'une majorité de 12 voix et l'aile la plus libérale de la CDU aura certainement du mal à se faire convaincre. Le gouvernement a aussi annoncé des politiques industrielles et de projection des industries locales en promettant des aides publiques au secteur de l'économie circulaire, des technologies propres, à la construction mécanique et automobile, la production de cellules et de batteries et de semi-conducteurs, ou encore dans le domaine de l'IA. Sans la nommer explicitement, le gouvernement veut aussi s'attaquer à la concurrence déloyale chinoise. Mais le signal politique est ailleurs. Le gouvernement Merz est très critiqué pour son attentisme sur les questions économiques et la cote de popularité du chancelier est au plus bas, à tel point que la question s'est déjà posée de son départ, après seulement 1 an au pouvoir. Cet accord avec son partenaire de coalition lui permet d'arracher une victoire politique avant les vacances d'été et des régionales qui s'annoncent compliquées pour la CDU en septembre. La FD a des chances de gagner des régions à l'Est. Passons enfin à la rubrique « Nos chers voisins ». Serbie, le président Aleksandar Vučić annonce sa démission dans quelques semaines. Sous un temps caniculaire, samedi 27 juin, le parti progressiste serbe, le parti du président Aleksandar Vučić, tenait un meeting en plein Belgrade. D'après les organisateurs du rassemblement, ce sont plusieurs milliers de personnes qui étaient réunies avec un immense drapeau serbe déployé faisant 500 mètres d'après l'organisation. Aleksandar Vučić en a profité pour déclarer qu'il démissionnera dans plusieurs semaines, une déclaration qui ouvrirait la voie à une présidentielle et des législatives anticipées, une revendication du mouvement étudiant depuis plus d'1 an. Depuis novembre 2024 et l'effondrement dû au vent de la gare de Novi Sad, les Serbes manifestent contre le système de corruption mis en place par le SDS et réclament des élections anticipées sans discontinuer. La proposition de possible démission du président n'est pas une annonce de son retrait de la vie politique, loin de là. Il a déjà annoncé vouloir s'impliquer dans la prochaine campagne des législatives. Aussi, le mouvement étudiant ne se réjouit qu'à moitié concernant cette annonce, puisqu'il est coutumier des promesses non tenues sur le sujet, d'autant qu'il lui reste 1 an de mandat, il pourrait très bien prendre son temps et ne pas changer le calendrier, juste pour obliger le mouvement étudiant à lancer sa campagne et user sa dynamique. Il avait exprimé plusieurs fois être prêt à convoquer des législatives anticipées sans jamais formaliser une dissolution et un calendrier. Et beaucoup redoutent que ça ne soit qu'une stratégie pour permettre au SDS d'organiser sa victoire électorale et de rester au pouvoir. Lors des quelques dernières municipales, le mouvement étudiant avait fait état de plusieurs intimidations et violences à leur encontre par des hooligans proches du pouvoir pour les empêcher d'être observateurs et assesseurs.
Le Parlement européen, en février 2024, avait adopté une résolution constatant un recours systématique aux institutions et aux médias du SDS dans la campagne, lui conférant un avantage injuste et empêchant l'organisation d'élections libres et équitables, ne respectant pas les normes internationales en matière d'élections. Le mouvement étudiant s'est réuni, lui, de son côté, à Kraljevo. Dimanche 28 juin, tous les participants se sont rendus à pied dans cette ville du centre du pays. L'occasion de continuer de demander des élections anticipées. L'occasion aussi de promettre de dévoiler une liste de candidats et un programme une fois que les élections seront annoncées. Russie, menace de mutinerie, reconnaissance de pénurie, le Kremlin essaye de gérer les complications. Vendredi 26 juin, un vétéran de la guerre en Ukraine, Alexander Lounin, poste une vidéo sur les réseaux sociaux où il demande une rencontre avec Vladimir Poutine, un entretien qui serait alors télévisé. Dans sa vidéo, alors qu'il est en uniforme et s'affiche avec ses médailles militaires, le vétéran déclare vouloir dire la vérité sur ce qui se passe dans les rangs de l'armée. Il évoque des mises au trou par les supérieurs, des tortures et des violences pour refus d'obtempérer à des ordres, je cite, stupides et suicidaires, ou pour avoir refusé de céder leurs ressources financières. Un système qui rappelle la Dedovchina, système pyramidal au sein de l'armée russe, révélé lors de la guerre en Afghanistan, où les gradés s'en prenaient aux simples soldats en les harcelant et en les violentant. Sur le front ukrainien, les soldats doivent payer les gradés pour éviter de se faire tabasser, voire tuer. Pour donner du poids à ces déclarations, Lounin déclare qu'il n'est pas seul, qu'ils sont des centaines de milliers et avoir l'appui de certains responsables du ministère des Armées. Il menace d'une mutinerie qui viserait le Kremlin. Dans la nuit qui suit, son domicile à Lysinovka, dans la région de Voronezh, est perquisitionné. Du matériel informatique est saisi d'après sa femme, Tatiana Lounina. Alexander Lounin était absent, il se dirigeait déjà vers Moscou. Entre-temps, il avait rétropédalé sur la mutinerie sur sa chaîne Telegram. Il est finalement arrêté et placé en détention administrative pour 11 jours. Même s'il a tenté de prendre toutes les précautions en disant qu'il voulait simplement informer le président russe, la menace de mutinerie était de trop pour le Kremlin. Sa femme a publié un dernier message sur Vkontakte, le Facebook russe, pour dire qu'il allait bien et que les autorités lui avaient notifié de ne plus publier d'informations sur son mari. Autre problème, les pénuries de carburant. Dimanche 28 juin, Vladimir Poutine a fini par reconnaître qu'il y avait des pénuries de carburant à cause des bombardements ukrainiens, tout en relativisant, déclarant que la situation n'était pas critique. En même temps, il n'a pas tellement eu le choix, alors que la Crimée étouffe littéralement, la moitié de la péninsule est privée d'électricité et les autorités russes ont déclaré l'état d'urgence et les particuliers ne peuvent plus faire le plein qu'en traversant le pont du Kertch dans la région du Kouban. 95% de la Russie est touchée par des pénuries. Les files d'attente s'allongent à Moscou. Dans le Kouban, c'est la période des récoltes, ce qui augmente encore plus les prix, sans oublier que les Criméens viennent aussi faire leur plein. Même en Yakoutie, région sibérienne, les carburants sont rationnés et le remplissage de jerrycans est interdit. Dans la région d'Irkoutsk, le gouverneur a déclaré l'alerte renforcée, mesure prise pour éviter une crise majeure. Une mesure qui oblige les entreprises à mettre en télétravail leurs employés quand c'est possible. La police traque les spéculateurs qui veulent revendre du carburant au marché noir. La pénurie de carburant s'ajoute à la colère qui a suivi la hausse des impôts. Les Russes commencent à s'inquiéter de la pérennité de leurs entreprises, confrontées à une situation économique qui se dégrade rapidement. Pour tenter de relâcher la pression, le gouvernement songerait à réautoriser le carburant type E2, interdit à la vente depuis 2013 car bien moins raffiné que l'essence ou le diesel et abîmerait plus rapidement les moteurs modernes. En parallèle, le gouvernement discute avec l'Inde et le Kazakhstan pour racheter le pétrole que la Russie leur a vendu. Il serait désormais raffiné et devrait coûter plus cher à la Russie. Les raffineries détruites ne pourront être réparées que dans plusieurs mois, probablement à la fin de l'année.
La Russie ne dispose pas des technologies nécessaires ou les maîtrise moins bien, elles sont essentiellement occidentales. Une situation compliquée alors que se profilent les législatives début septembre. Le parti Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine, tenait son congrès dimanche 28 juin. L'objectif était de dévoiler les contours du programme et la liste des candidats. Le Premier ministre, Mikhail Mishustin, ne serait pas reconduit. La tête de liste devrait se jouer entre l'ancien président, Dmitry Medvedev, le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, et le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Le parti Russie Unie est toujours resté à distance de la figure du président, mais Vladimir Poutine tenterait cette fois de jouer entièrement ses élections sur son nom. Le contexte économique ne rend pas le parti confiant et en off, il se dit que le scrutin pourrait être reporté. Pour tenter de sortir par le haut de la situation, la Russie a fait fermer les 7 postes frontières qu'elle a avec la Finlande, l'Estonie et la Lettonie, alors que les agriculteurs européens subissent une crise des prix de l'engrais et que la Russie est l'un des principaux producteurs mondiaux. Un moyen de répondre aux sanctions économiques européennes est de prolonger le mécontentement des agriculteurs européens. Vladimir Poutine serait tenté de jouer la carte du jusqu'au-boutisme et pourrait enclencher une escalade réclamée par son entourage le plus extrême. Royaume-Uni, Andy Burnham dévoile les contours de son programme. Lundi 29 juin, Andy Burnham tenait son premier discours programmatique pour dessiner les contours de son premiership. Un discours qui a, semble-t-il, plus sur la forme, même s'il laisse quelques doutes sur le fond. Tenu au People's History Museum de Manchester, musée dédié aux luttes sociales britanniques, un vrai symbole régional dans cette ceinture industrielle Manchester-Liverpool qui avait donné du fil à retordre à Margaret Thatcher. Il veut que son premiership soit celui du rééquilibrage des pouvoirs avec une antenne du 10 Downing Street à Manchester. Malgré la devolution qui a créé des parlements en Écosse, en Irlande du Nord et au Pays de Galles, l'Angleterre reste un pays très centralisé où tout se passe à Londres. Cette centralisation est pour lui une des raisons du fait que les classes populaires ne voient pas leur pouvoir d'achat progresser et souhaitent faire du modèle qu'il a imposé à Manchester l'inspiration de la ligne gouvernementale en mettant en tête des priorités la croissance et les investissements avec un interventionnisme public marqué. Il a longtemps dénoncé le manque de soutien national aux communes. C'est par ce biais qu'il entend réindustrialiser le Royaume-Uni, seul moyen pour lui de battre Reform UK aux prochaines législatives de 2029. Il entend aussi lancer le plus grand plan de logements sociaux depuis l'après-guerre. Même si les milieux d'affaires apprécient que sa priorité soit la croissance, il redoute que les marges budgétaires réduites du gouvernement ne lui permettent pas de mettre en place ses promesses. Même si Manchester a connu une véritable transformation, beaucoup de députés, y compris travaillistes, doutent du fait que la méthode appliquée à Manchester puisse être applicable partout. Et au Labour, on lui rappelle aussi que les classes populaires existent aussi à Londres et qu'il ne faudrait pas forcément opposer les territoires au risque de rompre avec certains pans de la population. La leader du parti conservateur, Kemi Badenoch, réplique en disant que la décentralisation pourrait déplacer le problème si les compétences décentralisées sont assumées par des personnes incompétentes. Andy Burnham n'a pas encore précisé la feuille de route, ni comment il souhaiterait financer cette décentralisation, alors qu'il promet de respecter les règles fiscales actuelles, c'est-à-dire en évitant d'avoir recours à la dette. Andy Burnham indique qu'il respecte le manifeste du Labour aux élections de 2024, mais la droite demande déjà des élections anticipées en lui faisant un procès en illégitimité. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 27e semaine européenne de 2026. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music. Et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à liker,
commentez et partagez les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir les newsletters du podcast, le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.